Pour une entreprise familiale qui n'a pas les moyens d'une grosse société, du moment qu'il y a une construction à faire ou un investissement à faire, ça coûte pas tellement plus cher de le faire responsable ou éco-responsable. Salut à toutes et à tous et bienvenue au 16e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Mon but est de discuter avec des personnes de thématiques liées à l'entreprise, à leur secteur ainsi qu'au développement personnel. Dans ce numéro 16, je discute avec David Storer, qui est le directeur financier et administrateur de l'entreprise Coloral qui est basée dans le canton de Neuchâtel. Ils sont dans le secteur des traitements de surface et de l'usinage. On a abordé entre autres les thèmes de l'histoire et l'organisation de Coloral SA, le développement durable dans leur secteur, les défis RH et une partie de vie privée. Je remercie l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et sur Instagram @devbrianoumana, c'est D-E-V Brian Oumana, c'est là où je publie tout ce qui touche au podcast. Bonne écoute. Salut David. Salut Brian, Merci d'avoir accepté cette invitation. merci de ton invitation, c'est un honneur. Merci. Et de t'être déplacé dans le canton de Berne. Oh, ça va, je suis juste à côté. Ouais, exactement. C'est vrai, donc tu pensais que c'était un peu plus loin. Oui, j'ai vu Champion dans l'adresse, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai juste vu Berne, je me suis dit, mais c'est en ville de Berne. Ouais. Là, ça aurait été un peu plus long pour Ouais. venir, mais non, parfait, Gompelen, c'est top. Ouais, Et ouais. en plus, comme ça, j'ai appris le nom français de ce joli village. Exactement. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que Gampelen est champion en français. Par contre, j'ai jamais regardé si c'était la définition ou la traduction exacte. Tu parles allemand? Un tout petit peu, mais je crois pas que ce soit Je crois pas non le plus. terme champion Ouais. comme on l'entend chez Ouais, nous. ouais. Ça doit avoir un autre mot en allemand. Je pense aussi. On vérifiera. Voilà. Donc, David, je voulais directement commencer cette discussion parce qu'il y a une phrase qui m'a marqué ou qui m'a attiré quand je regardais votre site internet. Oui. Une citation de Henry Ford que vous avez mis. Et c'est vrai que généralement, quand tu vas regarder les sites de différentes entreprises, tu vois les valeurs, tu vois les missions ou d'autres points de ce genre. Et chez vous, ou peut-être que j'ai mal regardé, je m'étais dit en fait que j'allais rechercher, mais finalement je ne l'ai pas fait. Il me semble que je n'ai pas vu cet aspect-là. Mais par contre, il y a cette phrase de Henry Ford, et donc je vais la lire, qui est en anglais. Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is a success. Et donc pour les non-anglophones, donc se rassembler est un début, rester ensemble est du progrès, et travailler ensemble est un succès. Pourquoi avoir mis cette phrase sur votre site? D'une part parce qu'elle nous plaît, parce qu'il fallait combler aussi le fond de la page contact. Mais plus sérieusement, bon, effectivement, on n'a pas forcément spécifié nos valeurs sur notre site internet. Cette phrase peut, d'une certaine manière, les résumer. Non, ce serait faux de dire que ça les résume, mais en tout cas, c'est assez fidèle à nos valeurs, dans le sens qu'on aime être proche, que ce soit de nos collaborateurs étant une entreprise familiale, de nos clients et de nos fournisseurs aussi. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a voulu mettre cette phrase. Finalement, elle illustre aussi quelque part ce qui nous réunit aujourd'hui. Si on pense que se rencontrer, par exemple dans le cadre du GJD, le deuxième, se voir, ça peut être peut-être la visite qui a eu lieu au GJD qui a permis qu'on se connaisse un petit peu plus. Et working together, on commence aujourd'hui, même si c'est Tout à fait, ouais. qu'un premier pas, Ouais, ouais. dans ce sens-là. Ok, d'accord. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'opportunité ou la chance de visiter votre bâtiment, Oui. et d'ailleurs on en parlera, votre nouveau bâtiment qui est à Cressier, sauf erreur, c'était toi. Donc quand tu présentais l'entreprise, le bâtiment, les spécificités techniques, Oui. tu as parlé de la durabilité.
qui était ou qui est en fait une valeur importante pour vous, et c'est une des raisons qui vous a poussé à vraiment mettre le point là-dessus, sur ce bâtiment. En effet. Et donc justement, le bâtiment qui a été finalisé l'année passée, Oui, au mois de juillet. au mois de juillet. Donc Coloral qui a 70 ans, qui a eu 70 ans l'année passée. 70 ans, en 2019. Ouais. Ah, 2019, Ouais. d'accord, ok. En 2019. Et, sauf erreur, ça fait 17 ans que tu travailles chez Coloral. C'est juste quelque chose, voilà. Donc, Ouais, c'est Par ça. là. Je suis arrivé chez Coloral en 2005. Donc, ouais. 2005, ouais, ok. Donc les calculs sont plus ou moins, C'est juste, c'est juste. plus ou moins justes. Bon, j'ai regardé sur LinkedIn. Hein. Ça aide. Et donc voilà, je voulais balancer ça un peu comme ça, pour dire qu'il y a une histoire. Il y a une histoire, non pas seulement du côté de Coloral, donc il y a, tu as dit 2019, donc 73 ans aujourd'hui. Toi, 17 ans que tu bosses chez Coloral, entreprise familiale, il y a ton frère et toi, vous êtes les deux, et peut-être, je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes de ta famille qui sont dans le conseil d'administration ou toujours en tant qu'administrateur. Mhm. Tu l'as dit, entreprise familiale. Mais, si je ne me trompe pas, tu n'as pas débuté ta carrière chez Coloral. C'est juste ? Non, effectivement. Alors, refaisons un petit peu Voilà. l'historique. Volontiers. Effectivement, nous sommes une entreprise familiale. À l'heure actuelle, nous sommes 3 copropriétaires. Mon frère aîné, Cédric, qui est le directeur général, moi-même, administrateur et directeur financier. Un troisième associé hors famille, par contre, Monsieur Lentini, qui est notre directeur de production. J'ai encore un frère et une sœur, mais qui ne sont pas actifs dans la société. Du tout ? Du tout. En fait, la société a été fondée en 1949 par un monsieur Mikhailov, qui est un immigrant russe actif dans la pharmacie. Il vendait des peignes en aluminium. Il n'était pas content des peignes en aluminium que lui livrait son fournisseur. C'est comme ça que Coloral s'est créé finalement, par un pharmacien qui vendait des peignes qui s'est dit, bah tiens, je vais les colorer moi-même. D'où le nom de Coloral, pour la coloration de l'aluminium, sur des peignes. Ensuite, ben voilà, l'entreprise s'est passablement développée, diversifiée, orientée plus dans l'horlogerie. Et c'est en fait là où le familial arrive, c'est au début des années 80. Peu après ma naissance, mon père, qui finalement travaillait pour un client de Coloral, pour qui Coloral était un fournisseur stratégique, a été envoyé en délégation ou voir ce qui se passait chez Coloral, parce qu'il y avait de plus en plus de problèmes d'approvisionnement, de livraison dans la qualité de ce que Coloral livrait à l'époque. Et c'est comme ça, finalement, que mon père a pu reprendre l'entreprise. Parce qu'il est arrivé dans la société, il a constaté que, en général, on travaillait bien entre 8 heures et 10 heures, puis après, la qualité commençait à chuter sévèrement quand le directeur de l'époque et certains collaborateurs étaient un petit peu trop imbibés. Il y avait une grosse consommation d'alcool apparemment. À partir de 10 heures. Ouais. Ah ouais. Pour certains. Pourquoi on n'est pas en Valais? Non, mais je me souviendrai toujours mon père qui me racontait quand j'étais enfant qu'un collaborateur qui, pendant la pause de 9 heures, je crois, il partait avec son vélomoteur vite au premier bistrot du coin, il commandait un litre de rouge qui descendait cul sec, puis il redescendait en vélomoteur travailler. Donc heureusement les temps ont bien changé. Les us et coutumes aussi. Maintenant on préfère prendre un petit apéro en fin de journée plutôt, éventuellement, plutôt que de commencer dès le matin. Ouais. Mais voilà, donc Coloral étant un fournisseur stratégique pour l'employeur de mon père à l'époque, mon père a été choisi pour reprendre l'entreprise. Son employeur l'a aidé à obtenir les financements pour pouvoir racheter la société. Et c'est comme ça que c'est devenu une entreprise familiale. Mon père a bien développé la partie usinage, enfin, a ajouté l'usinage qui ne se faisait pas précédemment. Bien développé ça jusqu'à nous revendre la société en 2007. Moi, je suis arrivé en 2005, puis on a racheté la société en 2007. Ouais. Ok. Ouais, ça s'est fait assez rapidement après. Et comment est-ce que qu'est-ce qui t'a poussé en fait à entrer dans l'entreprise? Au début, je voulais pas.
Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Parce que donc, juste avant Coloral, Oui. qu'est-ce que tu faisais? Alors, moi j'ai fait une formation d'employé de commerce de Ouais. base, j'ai fait une maturité professionnelle commerciale derrière. J'ai donc fait mes premières armes dans le commerce et mon premier emploi c'était chez Silicon Graphics à l'époque à Cortaillo, SGI, une grosse boîte américaine d'informatique. J'y ai travaillé d'abord à la facturation en temporaire. Je facturais tout ce qui était livré en Europe par les sites américains ou étrangers, pas celui de Cortaillo. Et puis, ce poste se passait bien, j'ai assez vite évolué, donc on m'a proposé un poste avec un peu plus de responsabilité au customer service, où là je gérais les commandes de nos clients européens, mais de ce qui ne se fabriquait pas à Cortaillo. Bon. Et puis, voilà, je suivais l'approvisionnement de cela. Ensuite, j'ai encore été muté. C'est une société en difficulté. Il y a eu 3 vagues de licenciements, je crois. Je faisais partie de la deuxième. Donc, après la première, j'ai été muté dans le même service, pour faire les mêmes tâches, mais pour ce qui se faisait cette fois sur le site de Cortaillo. Et puis, voilà, ensuite, malheureusement, j'ai fait partie de la vague suivante. SGI est parti. Et j'ai travaillé toujours un peu dans le service clientèle, toujours pour une boîte américaine et dans l'informatique, mais cette fois c'était PSINet, un fournisseur d'accès à Internet à achat de fonds. Là j'y ai fait une année, j'étais en charge de gérer les commandes de nos clients belges et français. Pendant l'année où j'y étais, je crois que la société a été rachetée 2 fois. Il y avait assez peu de volume de travail pour moi, je m'ennuyais un petit peu, donc j'ai commencé à faire des recherches pour trouver autre chose. J'ai trouvé un emploi dans le transport cette fois, j'étais transitaire. J'aime bien dire agent de voyage pour colis. Enfin, j'organisais les transports pour nos clients, principalement horlogers, mais aussi dans le médical d'un transitaire à l'achat de fonds. Pendant 2 ans, là j'ai bien fait parce que quand j'ai quitté PSINet pour aller chez Belsped, le transitaire, le dernier jour où je travaille, ils annonçaient 40 licenciements pour la semaine suivante. Et puis je crois que 3 mois après, ils ont fermé aussi. T'as les licenciements qui te suivaient? Ouais. Des fois, ils me précédaient, après, ils m'ont suivi aussi. Et puis voilà, ensuite, mon père m'a proposé une deuxième fois de reprendre la société. Là, j'avais un peu mûri. La première fois, si j'avais refusé, c'est parce que mes rêves d'adolescent, c'était d'être DJ et disquaire. Ah, ok. Entre-temps, le marché du disque s'est un petit peu effondré. Ouais. J'ai vu que c'était pas tellement porteur. J'ai cassé mes platines. J'ai pas beaucoup intensifié mon entraînement de DJ. Donc là, je me suis dit que c'était une belle opportunité. Avant, plus jeune, je voyais ça un peu comme un cadeau du ciel où je me sentais pas. Je voyais pas le mérite de. Voilà, tiens, t'as une occasion. Reprends une société. Je voyais pas. Tu te sentais pas légitime? Je me sentais pas légitime. Puis surtout, je voyais que le côté, tiens, tu as une opportunité, mais je ne voyais pas tout le travail que ça nécessite derrière pour mériter cette opportunité et faire en sorte que la société que j'ai eu l'opportunité de reprendre avec 2 associés, perdure. Ça ne se fait pas tout seul, ça je l'ai découvert par la suite. Et c'est aussi ce qui m'a motivé à, cette fois, faire le pas et puis reprendre la société familiale, même si de base j'avais un peu d'autres projets. Ton frère était déjà dedans? Mon frère était déjà dedans, c'est le frère aîné, l'homme le plus âgé de la fratrie. Okay. Donc voilà, mon père avait tout de suite décidé qu'il était destiné à reprendre la société. Il y a déjà une première tentative de construction d'équipe qui s'était faite avec d'autres associés. La crème ou la sauce n'a pas pris, la crème n'est pas montée. Donc voilà, il y a une deuxième tentative de construction d'équipe qui cette fois était la bonne, avec donc Monsieur Lentini, notre directeur de production actuel, et moi-même à l'administration. Et donc, le directeur d'exploitation, lui, travaillait déjà dans l'entreprise, ou bien vous l'avez... Lui, il est arrivé une année avant moi, oui. Ouais, okay. En 2004, du coup. Ok, ouais, d'accord. Pile une année avant moi. Et puis, c'est finalement avec mon frère et lui. Et à l'époque, un troisième, on était 4 associés au moment du rachat.
qu'ils ont essayé. Voilà, ils m'ont contacté. On est allé manger ensemble. Ils m'ont exposé le projet. Là, cette fois, la sauce a pris entre nous quatre. Ça s'est bien passé. On a donc tout préparé, les business plans pour faire un management buyout, comme ça s'appelle, pour reprendre la société. Et puis voilà, maintenant on n'est plus que 3 comme je l'ai dit, donc le 4e associé après 5 ans, après qu'on ait pu rembourser le prêt bancaire qui nous a permis de racheter la société, nous a quittés pour d'autres cieux. Mais voilà, finalement maintenant à 3, on a trouvé un bon équilibre. Ça se passe plutôt bien. Et ce 4e, il est parti... tu parlais de sauce qui n'a pas prise. Oui. Vous avez remarqué entre vous quelque chose qui a fait que finalement il ou elle ne correspondait pas à... Pas vraiment sur le moment. En fait, je l'ai dit, après le remboursement du prêt bancaire, c'était un moment assez fort pour nous. On s'était fortement endetté pour racheter la société. Les 4 ans ou 5 ans qu'on suivit pour le remboursement étaient assez sportifs. On a traversé quelques crises et mes premiers licenciements. Après, le fait qu'il m'ait suivi, j'ai eu aussi la première opportunité. Enfin, c'est pas une opportunité, mais la malchance de devoir aussi prononcer des licenciements. Ça m'a assez marqué. Mais bref, on a donc, après ce remboursement, fait un beau voyage, les 4 associés et nos conjointes, en Italie, dans la région d'origine de Monsieur Lentini, qui est encore notre associé. On a grandement fêté ça, tous ensemble. Et puis, c'est 2 semaines après, quand on est revenu, que ce 4e est venu nous dire on est un peu tombé des nues, on s'y attendait pas vraiment. Donc on n'avait pas forcément toujours exactement les mêmes visions. Dans le quatuor qu'on formait, des fois il y avait un peu 2 d'un côté, 2 de l'autre, parfois 3, parfois 1. Effectivement, il n'y a pas toujours la même façon d'envisager les choses, mais on collaborait bien. Et puis voilà, il a, je pense, eu une opportunité ailleurs. Et puis voilà, il a décidé que les différences qui, pour les 3 autres, nous sautaient pas forcément aux yeux, devaient être un peu trop importantes pour lui. Il a fait ce pas-là. Ok. Il n'a pas aimé la région d'Italie. Non, ça, je pense pas que c'est lié à ça. C'est plus relationnel ou des visions stratégiques. À l'avenir, c'est vrai que on a parlé de la nouvelle usine maintenant. C'est quelque chose que les 3 que nous sommes encore avions déjà en tête au moment où on a racheté l'entreprise. C'est peut-être aussi un des éléments qui a pu faire partir le 4e, qui était aussi plus âgé, qui n'avait pas forcément envie de se lancer dans une aventure qui est quand même assez éprouvante de relocaliser 2 sites de production dans un nouveau. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'est pas resté. Donc en 2010, à peu près, si j'ai bien fait les calculs, parce que tu as dit que tu es entré en 2005, vous avez ils ont terminé, ou plutôt remboursé l'emprunt en environ 5 ans. Donc, ouais, mais on a racheté en 2007, du coup ça décale à 2012. D'accord. Alors en 2012, vous parliez déjà de ce bâtiment? Ouais, même déjà avant. On avait l'envie. Ouais. Après, pas forcément les moyens. Comme je l'ai dit, on avait dû s'endetter pour racheter la société. Quand un associé est parti, il a fallu aussi qu'on se réendette pour lui racheter ses parts. Bien sûr, Ce qui a un peu reporté les choses. Mais une fois que tout a été remboursé, les 2 emprunts pour pouvoir être vraiment à 3 les seuls propriétaires et actionnaires de la société, on a pu cette fois sereinement monter le projet de construction du nouveau site. Et ça, alors, on a lancé fin 2015 les premiers... lancé le projet fin 2015, les premières études, recherche de terrain, définition de besoins à ce moment-là. Ok. Et j'aimerais juste revenir sur la légitimité. Légitimité ou crédibilité. Ouais. C'est vrai que c'est une thématique qu'on entend beaucoup, justement que ce soit fils, petits-fils, qui vont reprendre une entreprise. Ouais. Et je voulais
savoir, moi, tu as parlé de maturité, mais est-ce que pendant les premières années, tu avais une pression, que ce soit intérieure vis-à-vis des collaborateurs, des collaboratrices, ou comment est-ce que finalement tu as pu, disons, mettre de côté cette émotion, ouais, cette sensation? Non, j'ai pas ressenti de pression particulière. C'est moi qui me la suis mise un peu tout seul. Parce que clairement, c'est une opportunité. Si j'étais pas né dans la famille où je suis né, je serais aujourd'hui peut-être pas, ou certainement pas, directeur financier d'une entreprise de 75 collaborateurs. C'est une chance que j'ai eue juste parce que je suis né dans la bonne famille. Ou voilà, c'est peut-être ça qui me dérangeait. J'ai toujours eu un côté assez humble peut-être ou modeste. J'ai grandi dans une famille plutôt aisée par l'activité de mon père. J'ai eu des amis qui n'avaient pas forcément non plus ce parcours-là. J'ai toujours été assez sensible, j'ai toujours un peu mal vécu le enfant ou adolescent, le côté fils de riche ou fils à papa. C'est aussi parfois des colibets que certains camarades pouvaient m'attribuer. Je pense que c'est plutôt lié à ça. Après, du moment que effectivement j'ai quand même fait ce pas de tenter l'expérience de reprendre une entreprise. J'ai été d'une part bien accueilli par les collaborateurs. Certains me connaissaient depuis tout petit puisque voilà, j'ai grandi dans l'usine quelque part. J'y ai passé mes vacances, travaillé pour me faire un peu d'argent de poche, donc certains me connaissaient déjà. J'y ai assez vite mis ma patte, surtout que j'étais responsable administratif et des ressources humaines dans un premier temps. Et non, c'est par l'investissement que j'ai pu mettre en temps, en formation. J'avais une maturité professionnelle commerciale pour pouvoir reprendre la direction financière d'une PME. J'ai voulu quand même avoir des bases de formation un peu plus poussées. Donc j'ai suivi les cours pour le brevet fédéral de comptable. J'ai pas obtenu le brevet fédéral de comptable, mais ça m'a donné la substance nécessaire pour pouvoir gérer cette entreprise familiale. Alors qu'un brevet fédéral de comptable, c'est vraiment très vaste. On est amené à travailler avec différentes normes, même à tenir la comptabilité d'une société internationale qui est très différente de la petite comptabilité d'une société comme Coloral. Je ne sais pas si je me suis perdu en route, mais Non, si j'ai répondu à la question. Oui, t'as répondu. Et c'est marrant, je trouve, que tu dises une petite entreprise comme Coloral, parce que c'est vrai que c'est... alors, plus... Donc, ce que je voulais dire, je reprends. Donc, par exemple, moi, je bosse dans une mini-entreprise. Ouais. On est 9 personnes. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand je discute avec les personnes qui ont des entreprises de ta taille, une trentaine de personnes, même 500 personnes, ça dépend. En fait, on fait... J'ai l'impression que la taille dépend vraiment du secteur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, une agence de com, si c'était 50 personnes, c'est une grosse agence de com. C'est une grosse agence de com. J'ai dit récemment à un ami, je sais plus qui, mais je lui ai dit, nous on travaille avec une fiduciaire, ils sont une quinzaine, vingtaine. Mm-hmm. Puis il me dit, c'est une grosse fiduciaire. Ouais. Et donc tu vois. Ouais, tandis que dans l'industrie, on a c'est vrai que des référents un peu différents. Ouais, complètement. Que ce soit les marques horlogères pour lesquelles on peut travailler, ou dans le médical, ou dans l'électronique. Mm-hmm. Puis voilà, j'ai aussi tendance à me comparer à plus gros qu'à plus petit. Il y a aussi le P de PME qui fait ça. Mais c'est pas un complexe ou autre, c'est juste, voilà. Effectivement, par rapport à ce que je peux me comparer, on est plutôt petit. Ouais. Ok. Et par rapport à la taille, au développement, en termes de ressources humaines, par exemple, Mm-hmm. parce que en termes de stratégique, bâtiment, donc ça c'est clair, hein, il y avait 2 bâtiments, aujourd'hui il n'y en a plus qu'un, qu'on voit quand on va à Bienne. Par exemple, nous qui allons tous les jours à Bienne, Bienne Grange. Donc voilà, c'est ce beau grand bâtiment noir
qui est à la sortie, plus ou moins à la sortie d'autoroute de Cressier. Oui. Donc là, c'est clair au niveau du développement, on va dire, de l'infrastructure. Au niveau des ressources humaines, quand tu as commencé et aujourd'hui, est-ce que le nombre de personnes a varié ou pas? Oui, il n'est pas stable ou il n'est pas en évolution constante. On est, je l'ai dit, on travaille passablement pour l'horlogerie, qui est un secteur qui est quand même assez conjoncturel. Mhm. On sait que tous les 5 à 10 ans, il y a quand même un gros ralentissement. Donc, quand j'ai commencé en 2005, on devait être une quarantaine, je pense, chez Coloral. Aujourd'hui, nous sommes 75. Entre deux, voilà, De la fluctuation. il y a eu de la fluctuation. On est monté à pas loin de 80 en 2008-2009. Oui, juste avant la crise des subprimes, finalement. Mhm. C'était les premiers licenciements que j'évoquais tout à l'heure. On a dû se séparer de 15 personnes, mais c'était pas évident. Et non, après, par la suite, avec l'évolution de la conjoncture, on est toujours entre 60 et 80 collaborateurs, disons. À l'heure actuelle, on est 75. Ok. En termes de ressources humaines, est-ce que c'est facile pour vous de trouver des personnes ou quelle est un peu l'évolution justement dans les ressources humaines? Je te pose la question parce que tu vois, on parle beaucoup aujourd'hui de la nouvelle génération qui veut travailler de manière flexible. Aujourd'hui, on entend de plus en plus des entreprises qui ont une organisation plate ou horizontale. Il y a le télétravail maintenant avec le Covid, où il y a énormément de personnes qui... Enfin, énormément. En tout cas, dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui ont pu, ou qui ont dû même, faire du Ouais. télétravail. Euh, donc aujourd'hui, est-ce que toi, tu ressens quelque chose par rapport à la nouvelle génération, par exemple? Alors, oui, c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes pour du travail à temps partiel, même pour des hommes, alors qu'au préalable, c'était plutôt l'apanage des femmes. Ouais, c'est clair. C'est quelque chose auquel il va falloir qu'on s'adapte, je pense. On n'est pas encore prêt à ce niveau-là. Autant on a pu investir et anticiper les besoins en termes d'infrastructure et de bâtiments, simplement. Au niveau de l'évolution dans les ressources humaines et surtout par rapport à la nouvelle génération, ça peut commencer à devenir difficile pour nous. C'est pas toujours facile de trouver des collaborateurs. Ça dépend aussi de la conjoncture, comme je le disais tout à l'heure, et des types d'emplois qu'on cherche à pourvoir. Euh, on, Chez nous, on a une partie de personnel très qualifié, des ingénieurs, des docteurs, en matériaux, des choses comme ça, mais un ou deux, assez peu. Après, on descend assez vite au niveau CFC, une dizaine, quinzaine de collaborateurs. Et après, c'est des gens des gens très qualifiés, qui ont de l'or dans les mains, mais il n'y a pas une formation ou une école pour apprendre à fixer des pièces sur des bouclards ou à les graver correctement ou à faire une impression de qualité comme on en a besoin. Donc on doit former beaucoup aussi. Mais voilà, pour former, on doit d'abord chercher des personnes chez qui on identifie les prérequis qu'on a définis comme nécessaires, les qualités de base pour pouvoir assimiler la formation qu'on va souhaiter donner. Et voilà, souvent on a pu travailler, ou par le passé, on trouvait assez facilement des personnes qui n'avaient pas de qualification, mais une bonne volonté, de l'or dans les mains, comme je l'ai dit tout à l'heure. À l'heure actuelle, où on est 75, où on a vraiment un volume d'affaires qui est toujours en croissance. Donc on cherche toujours à renforcer nos équipes, mais ça devient de plus en plus difficile. D'une part, pour les postes qualifiés, il n'y en a plus sur le marché, pour certains, puisque toute l'horlogerie va fort en ce moment. Donc voilà, tout le monde cherche à reprendre les mêmes collaborateurs qui sont déjà assez peu peut-être sur le marché. Ça, c'est une des problématiques. Mais dans ces cas-là,
comme je le disais, on prend des personnes peu qualifiées pour les former, mais même là, on commence à avoir du mal à en trouver. Soit, d'une part, parce qu'ils ont pu trouver un emploi ailleurs, tant mieux. Ou alors, effectivement, on peut tomber sur une nouvelle génération. J'ai eu le cas encore la semaine passée. On cherchait quelqu'un pour faire de la coloration d'aluminium, vraiment l'activité pour ça. Il n'y a pas de gens formés disponibles sur le marché à l'heure actuelle. J'avais identifié quelqu'un qui avait travaillé un peu dans le secteur, qui avait eu une toute petite expérience, mais chez un concurrent. Il est venu faire une journée d'essai, puis voilà, sur le papier, il avait tout ce qu'il fallait, même en entretien, un certain dynamisme. Mais sur le terrain, plus tellement de motivation. Peut-être parce qu'on voulait un poste à 100%, mais je ne pense pas que ce soit la seule des raisons. Mais il avait aussi évoqué la possibilité de travailler à temps partiel. Nous, pour l'heure, c'est juste pas possible à mettre en place. Donc voilà, je commence à avoir certaines difficultés. Il faut que je pense peut-être à revoir un peu la structure, comme on parlait toujours très linéaire, voir de quelle manière on peut se réorganiser, peut-être pour l'avenir, pour mieux jongler avec les demandes de temps partiel, ce qui est toujours quand même, à l'heure actuelle, ou avec les habitudes de vieux dinosaures que je peux avoir, difficile de changer. Donc il faut qu'on change un peu notre état d'esprit, je pense, pour pouvoir s'adapter à ça et éviter de simplement se retrouver sans personne. Donc autant avoir 2 à 3 personnes pour un poste que pas du tout. Mais voilà, ça demande gymnastique. De la gymnastique mentale, effectivement. Pour l'instant, on n'est pas encore trop embêté. Mais voilà. Encore une fois, toujours dans une question d'anticipation, il faut que je me pense plus sérieusement sur ce point-là. Tu as évoqué aussi le télétravail. Nous, on a traversé le Covid comme tout le monde. On a une personne qui a pu faire du télétravail chez nous. C'était au niveau de la qualité. Non, j'aurais pu, en théorie, en mettant les structures informatiques nécessaires pour ça. Mais voilà, on est dans la production, on a donc des gens qui ne peuvent pas faire du télétravail, et je ne me voyais pas faire venir travailler tous les collaborateurs, mais moi c'est bon, je peux, alors je reste à la maison. Donc voilà, tout le monde a joué le jeu et est venu à l'usine, sauf une personne où c'était pas indispensable qu'elle soit en permanence là, physiquement. Ouais, c'est vrai que c'est là où je pense que pour nous, je dis nous parce que moi je m'inclus là-dedans, s'il y a personne qui peut faire du télétravail, même si toi, là en l'occurrence toi, tu peux, c'est quand même un peu compliqué. Enfin, tu vois l'image que tu vas donner aux personnes. C'est vraiment, bon les gars... Aller au combat, moi je reste dans l'abri, quoi. En gros c'est ça. Ouais. Donc c'est pas le style de la maison. Mais donc j'imagine que finalement c'est une problématique qui doit être plus ou moins semblable dans votre secteur en fait. Tu parles du secteur d'usinage des traitements de surface ou de l'industrie en général? Finalement, c'est de l'industrie en général, effectivement. Ouais. Parce que c'est vrai que tu vois, dans l'IT par exemple, donc nous on est entre deux. Hein, on est entre l'informatique où on va jusqu'au réseau, et puis on est, on va dire, dans le secteur de l'électricité, où nous on fait que du courant faible. Oui. Donc dans cette partie courant faible, on est des techniciens. On va souder de la fibre optique, on va configurer certains éléments, on va tirer des câbles cuivre, donc informatique RJ45, ou fibre optique, installer des antennes, des postes de travail. Donc, c'est aussi difficilement à faire. Exactement, ça ne peut pas se faire à distance. Voilà, tout à fait. Après, dans la partie informatique, la partie réseau, il y a certaines choses, mais c'est plus, par exemple, du monitoring. C'est une fois que c'est installé, en fait, où là, tu peux effectivement bosser à distance. Ouais. Et par contre, ce que nous on fait, mais là, encore une fois, dans le secteur de l'industrie, c'est un peu plus compliqué. C'est qu'il y a certaines, par exemple, nous on est dans le service, donc on doit toujours faire des offres
ou bien il y a tout le temps certains, on va dire, une partie administrative à envoyer aux fournisseurs ou autres pour la certification de différents câbles. Et ça, c'est des choses on les laisse volontiers faire à la maison ou au bureau. C'est comme où ils veulent, si je peux dire ça comme ça. Ouais, donc tu as des techniciens qui font aussi de l'administratif et donc Un petit peu. ils ont une partie présentielle, entre guillemets, obligatoire pour ce qui doit l'être, mais Voilà. ensuite, une fois que cette partie est faite, ils peuvent aller terminer leur journée de travail depuis chez eux. Voilà. Ouais, c'est un bon concept. Après, c'est vrai que ça reste, pour certains, par exemple, nos responsables de projet, eux peuvent faire leur offre depuis la maison. Ouais. Après, il y en a certains, ils décident quand même de venir parce que pour nous voir, pour être là, pour être sur place, au cas où il faut se déplacer Voilà, directement. interaction avec les collègues, ça peut être toujours Voilà. bien aussi. Mais par contre, c'est vrai que je vois un changement, mais ce serait intéressant. Ça me fait penser par rapport à ce que tu dis, mais de voir vraiment dans notre secteur, dans l'informatique, c'est clair. Le télétravail existe il y a en tout Amené cas. à se développer, je pense. Exactement. Par contre, chez les électriciens, je suis pas sûr. Ouais. Ça reste quand même un Du domaine. tirage de câble. Exactement. Ouais. Mais même les responsables de projet ou la partie admin. Mhm. Mais après, peut-être que c'est une histoire d'égalité. Tu vois, comme tu disais. Ouais. Toi, tu peux, mais pas les autres. Donc, est-ce que c'est correct? Mais après, j'ai trouvé intéressant. Je discutais avec un client dans l'horlogerie aussi, donc département IT. Et eux, ce qu'ils me disaient, c'est que justement, on leur disait que par respect pour ceux qui sont dans la prod, ils ne pouvaient pas faire de télétravail. Oui. Puis lui, ce qu'il m'a dit, mais dans ce cas, on n'en fera jamais. Enfin, il y a ça, puis en plus il me dit égalité, oui, mais en même temps, c'est nous qui avons décidé de travailler dans l'informatique. Et puis, alors, pas tout le monde a fait le choix de bosser dans la prod. Certains, c'est des concours de circonstances, ou voilà, sans jugement quelconque. Mais c'est vrai que c'est dommage de priver peut-être certaines personnes qui se sont formées et puis qui ont la possibilité de bosser d'une certaine manière parce que d'autres ne sont peut-être pas allés plus loin. Enfin, tu vois, c'est délicat, je trouve. Ouais, c'est un peu propre aux périodes de transition. Là, on est en plein, accéléré par le Covid dans la transition numérique. Tout ne peut pas être transparent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On ne peut pas tout numériser. Non. Et puis voilà, les temps changent pour certains, mais pas pour d'autres. Donc c'est des périodes de friction peut-être, mais de décalage d'éthique ou d'équité plutôt. Ouais. Mais il ne faut pas que ça soit un frein au développement, parce qu'il y a quand même plein de bonnes choses et de côté positif au télétravail. Je pense que quand il peut être mis en place, il faut qu'il le soit. C'est clair. Puis finalement, on prod par exemple. Généralement, c'est quand même des horaires très précis et courts. Enfin, courts, je veux dire, c'est 8 heures par jour, quoi, ou 8h15, ou peu importe. Mais généralement, dans les autres domaines, après, ça dépend de la responsabilité que tu as. Mais par exemple, dans l'informatique, quand tu fais des migrations, c'est le week-end ou c'est en soir. Ouais. Tu vois, en soirée. Et la personne ne dit rien. Ça va de soi. Donc c'est là où, tu vois, tu pourrais aussi dire, ok, vous faites pas de télétravail, mais vous bossez pas, sauf si c'est du 3x8, mais en équipe. Mais enfin, tu vois, je trouve qu'il y a une façon de jongler entre les différentes contraintes de chaque domaine et, ma foi, de donner un peu plus de flexibilité à certains qui ne l'ont pas à d'autres moments. Ouais, ça fait tout à fait du sens. Et ça me fait penser, tu as parlé de numérisation, donc moi ça me fait directement penser à bon, c'est un mot anglophone, mais digitalisation. Et donc, dans votre secteur, l'industrie 4.0. Oui. Tu as une autre question? On parlait d'RH. Oui. Ah, mais en plus, j'y pense maintenant. D'ailleurs, vous avez ce beau robot qui nettoie vos sols. Effectivement, depuis la semaine passée, on a aussi un qui tond notre gazon. Ah ouais. Okay.
Ouais, sinon on a un autre robot qui fait du chargement, déchargement d'une machine de fraisage. Bah voilà, où il y avait des volumes suffisants pour pouvoir investir dans l'automatisation. Euh, Dans ce sens-là, oui, l'industrie 4.0, c'est effectivement quelque chose qui nous intéresse, la robotisation. C'est peut-être votre solution. Non, mais c'est un des outils à utiliser pour pouvoir faire face aux problèmes qu'on peut avoir de manque de main-d'œuvre dans certains cas, par exemple. Mais tout n'est pas automatisable non plus. C'est assez amusant parce que pendant la visite du GJD, il y avait un hôte qui travaille dans la robotisation justement, qui est revenu suite à la visite puisqu'il m'a dit qu'il avait vu quelques possibilités d'automatisation. Il est revenu pour en discuter. Ça rejoint encore la phrase d'Henry Ford de tout à l'heure. Ouais. Premier contact, deuxième contact, et puis peut-être qu'on sera amené à travailler ensemble. Donc il y a du potentiel, il y a des études en cours. Maintenant, voilà, on a fait quand même un investissement assez important dans le bâtiment et les nouvelles installations de traitement de surface surtout. Ça limite quand même un petit peu la capacité future à investir sans l'annihiler, mais ça l'a grandement limité quand même. On s'est mis un gros bagage sur le dos, mais c'est quelque chose d'actualité et d'avenir pour Coloral aussi. Comment dire, c'est quelque chose qui me motive d'un certain côté. Enfin, j'y vois évidemment plein d'intérêts en termes de rentabilité, de productivité, etc. Mais on perd le côté humain Bien sûr. qui est important pour moi aussi. On est une entreprise familiale. J'aimerais pas qu'un jour les membres de ma famille élargie soient que des robots. Voilà, il faut aussi trouver le juste équilibre à ce niveau-là. Ouais. Ok, et puis j'aimerais revenir un peu sur votre bâtiment. Oui. Donc c'est un bâtiment que je trouve très beau. Moi aussi, ça fait plaisir. En plus, mais il y a tout cet aspect durabilité que vous avez mis en place. J'ai pris quelques notes. Mm-hmm. Donc typiquement, il y a la récupération de chaleur. Oui. Vous avez des pompes à chaleur qui sont installées sur les toits, des panneaux solaires. Vous avez une ventilation séparée pour le traitement de surface et pour le traitement d'eau. En plus de ça, ça crée une visibilité supplémentaire. Vous êtes... Des fois, je suis encore étonné quand je parle de Coloral. Les gens, ils tiltent pas directement. Je dis, ouais, oui, tu sais, ce bâtiment que tu vois quand tu vas à Bienne. Je dis, ah ouais, je crois. Ouais, il y a pas... Ouais, Tout le monde passe aussi, pas tout le monde qui passe aussi souvent Non, par c'est- là, c'est- puis après, c'est voilà, clair, on peut c'est voir un gros bâtiment, mais tout à fait. sans que ça mène à chercher plus loin. Ouais. Mais quand même un peu. Enfin, on a vu depuis qu'on est installé là, on a reçu passablement de contacts de gens curieux ou simplement. Avant de faire ce bâtiment, on pensait que toutes les personnes qui pouvaient avoir besoin de traitement surface sur aluminium en Suisse connaissaient l'existence de Coloral. Et vous êtes rendu compte On voit que c'était pas le cas, Ouais, ok. heureusement. Donc, oui, ça nous offre une visibilité qui est intéressante. La durabilité, si tu veux qu'on en parle, Ouais, volontiers, c'est volontiers. effectivement quelque chose qui nous tient à cœur. On est dans l'industrie, en plus on utilise passablement de produits chimiques. Avant, en plus on était en pleine zone résidentielle. Donc on voulait pouvoir démontrer à nos voisins, mais ne serait-ce qu'à tous nos partenaires, que ce soit nos collaborateurs, nos voisins, nos clients ou nos fournisseurs, qu'on faisait les choses correctement, en veillant à pas exploiter trop la planète. On a voulu faire la certification ISO 14001 environnementale déjà en 2012. Donc assez peu de temps après avoir repris la société, on a
On a lancé ça, on l'a obtenu. Donc en 2012, vous l'avez obtenu? Oui. Ok. C'était déjà la première étape, mais voilà, on était dans nos vieux bâtiments qui valaient ce qu'il valait, qui avaient Bien sûr. Oui. l'isolation Ouais. qui était celle qui est là, où il y avait une... oui, on était un peu prisonniers de notre parcelle. On aurait voulu déjà sur place installer un système de recyclage de l'eau, ce qui n'a pas pu se faire s'il n'y avait pas la place. Donc oui, du moment où on a pu, après avoir passé les périodes de rachat de la société, construire déjà dans notre tête le projet de la nouvelle usine, de base on voulait qu'elle soit le plus éco-responsable possible. Idéalement neutre en carbone, en tout cas on n'émet pas de CO2 à l'heure actuelle puisque le chauffage à gaz a été remplacé par 2 pompes à chaleur. Effectivement, on a 538 panneaux photovoltaïques sur le toit, mais ça représente à peu près 10% de notre consommation électrique seulement. Donc j'attends des offres pour l'étendre encore, cette centrale photovoltaïque sur une partie du parking. On a aussi une réserve d'extension pour un éventuel agrandissement. On va aussi certainement y mettre des panneaux solaires pour être le plus autosuffisant possible. Comme tu as dit, le traitement de l'eau, on est aussi très gros consommateur d'eau, tu as pu le voir pendant la visite, on a des grosses cuves remplies d'une part de produits chimiques, mais aussi beaucoup d'eau pour la partie coloration, notamment c'est des pigments solubles dans l'eau qui permettent de les colorer. On en consomme beaucoup jusqu'à ce qu'on s'installe à Cressier, tous les rinçages. On doit beaucoup rincer les pièces en sortant d'un bain d'acide. On doit la rincer après chaque. Pour colorer une pièce en aluminium, c'est une succession de bains, en tout cas une quinzaine. Après chaque, il faut faire un rinçage. Et précédemment, ces eaux de rinçage étaient simplement étaient remises, étaient traitées avec notre station de neutralisation que nous avions à Neuchâtel, donc remis à pH neutre, et ensuite ça partait à la station d'épuration de la ville. Et c'était un peu gaspillé, tout cela. Donc maintenant, ces rinçages-là, ils sont toujours remis en pH, mais maintenant on a pu mettre une installation de recyclage de l'eau. Ce qui fait qu'ils sont plus simplement perdus et partis à la station d'épuration. Maintenant, on peut les réinjecter dans le réseau d'eau. On a 4 réseaux d'eau différents dans l'entreprise. Le réseau d'eau qu'on appelle dur, le réseau standard, l'eau déminéralisée, de l'eau osmosée et enfin l'eau recyclée. Qui nous sert aussi, qu'on recycle encore d'autant plus, puisque je parlais de nos bains de colorants, c'est des pigments solubles dans l'eau. Avant qu'on change nos bains de colorants, en tout cas 2 fois par année, puis après au cours d'année on peut faire des ajouts, des modifications, mais un vidage complet de plus de 200 litres, c'est 2 fois par année. Et comme il y a quand même des produits chimiques, c'est pas juste de l'eau qu'on pouvait mettre à la station d'épuration, c'était envoyé en grosses bonbonnes de 1000 litres, plusieurs bonbonnes de 1000 litres envoyées à détoxiquer chez les gens qui savent faire ça. Alors que maintenant, cette eau on la récupère, donc on élimine tous les transports de ces gros volumes d'eau qui étaient faits, parce que maintenant, dans les bains de coloration, avant, au lieu de simplement les mettre en bonbonne pour les amener à détoxiquer, on peut les traiter. Donc on met un flocculant quand on vide le bain de coloration, il va dans un réacteur dans lequel on met un produit qui fait que le colorant va solidifier, il va faire une boue au fond de la cuve. Donc l'eau qui reste sans ce colorant qui s'est accumulé au fond du réacteur, cette eau elle peut être recyclée également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aussi investi dans... Toutes ces vapeurs. Oui. Ça, je te pose la question parce que j'ai un ami qui bosse un peu plus loin d'où vous êtes. Oui. Et en fait, le jour où j'ai visité Coloral, il m'a écrit et je lui ai dit je visite Coloral. Et il m'a dit incroyable. Il est dans l'industrie aussi, donc voilà, Coloral lui parle, ça l'intéresse beaucoup. Ouais. Et puis un jour, il m'a dit
y a tes potes qui, qui sont en feu, ou je sais pas, j'ai croisé des pompiers, et puis ça fumait beaucoup. Après, je me dis, ah ouais, mais les vapeurs, et puis j'avais expliqué comme je pouvais, d'après ce que j'avais compris, que Oui, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'évaporation, justement, par tout ce traitement. Je sais pas si c'est le traitement d'eau, c'est encore autre chose qui fait qu'il y ait toutes ces vapeurs, mais ces vapeurs qui ne sont pas des vapeurs toxiques. en effet. Il y a juste le point pompier qui me perturbe un peu dans ce que tu fais. J'ai pas souvenir en tout cas qu'il soit venu. Il m'a dit il les a croisés Ah ouais, sur l'autoroute, hein, et il a fait il a fait tu vois, le l'amalgame ouais, lien dans ce sens-là. exactement. Voilà. Non, mais c'est vrai que surtout cet hiver et ce début de printemps, j'ai eu aussi eu des remarques comme ça d'amis ou autres qui me demandaient si on fumait du saucisson plutôt que de faire du traitement d'aluminium et de l'usinage, parce qu'effectivement, il y avait un gros nuage autour de l'entreprise qui... Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que on utilise des bains d'acide qui sont chauffés, donc il y a des vapeurs qui se créent. On se doit de veiller à la santé de nos collaborateurs, donc on a une aspiration qui se directement au bord des bains pour éviter que nos collaborateurs aient leurs poumons rongés par ces vapeurs. Donc là, on aspire 40 000 mètres cubes d'air par heure dans les ateliers où on a ces vapeurs. Ces vapeurs passent dans un laveur de gaz, donc ils sont aussi remis, un peu comme je l'expliquais avant pour l'eau, ils sont aussi remis en pH, donc lavés des vapeurs acides, on les neutralise finalement avant qu'elles soient rejetées dans l'air. Mais il y a d'une part un gros volume d'air qui est humide tout de même, chargé de fines particules d'eau une fois que les vapeurs acides ont été traitées par le laveur. Donc un gros débit d'air humide et chaud qui sort dans un environnement froid comme cet hiver ou ce printemps, par condensation, ça fait ça. Il y a un autre événement qui amplifiait un peu cette donnée, c'est la forme de la cheminée, simplement. Pour des raisons esthétiques, notre architecte avait fait une sortie pour ces vapeurs-là, horizontale pour être similaire avec l'entrée d'air qui était sur le toit juste à côté. Et donc il y avait un coude sur la cheminée, ce qui fait qu'il y a ces vapeurs qui pouvaient condenser un peu avec ce coude. Et ça augmentait encore l'effet fumée ou incendie ou autre. Il a été changé il y a 2 semaines maintenant, ce qui fait que la fumée sera à l'horizontale. L'hiver prochain, même avec les mêmes conditions, il y aura moins cet effet-là, puisque la vapeur montera à l'horizontale et elle se disperse beaucoup plus vite que comme c'était le cas avant, où elle était finalement soufflée un peu au-dessus de l'autoroute. Mais c'est intéressant. En tout cas, il y a, ce que je retire de tout ça et de votre bâtiment dans votre secteur, c'est qu'il y a des possibilités pour un impact, on va dire, le moins néfaste possible, tout en travaillant de manière normale, quoi. Donc c'est positif. Enfin, je fais cette remarque parce que il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont très défaitistes par rapport à l'environnement. On se dit, ben voilà, on va tous mourir dans pas très longtemps. Enfin, ça, dans tous les cas, on va tous mourir. Mais, le plus tard possible. En tout cas, on devrait tous tendre à faire tout ce qu'on peut pour. Exactement. C'est pour ça que je dis, c'est positif et c'est motivant qu'il y ait une entreprise comme la vôtre dans la région qui fasse ce genre de choses, quoi. Oui, et puis si on le dit aussi volontiers, c'est pas beau aussi pour pouvoir montrer que c'est possible. Même pour une entreprise familiale qui n'a pas les moyens d'une grosse société, du moment qu'il y a une construction à faire ou un investissement à faire, ça ne coûte pas tellement plus cher de le faire responsable ou éco-responsable. Au contraire, sur la durée, ça coûtera même plutôt moins cher. Mais voilà, ça peut se faire et c'est ce qu'on a voulu démontrer.
Est-ce que l'investissement du bâtiment, c'est des chiffres que tu peux donner? Oui, puisque mon frère l'a cité, sauf erreur, pendant la Ah, je me visite. souviens plus. Mais c'était 20 millions 20 millions, ok. pour, avec le terrain, Tout le compris. bâtiment et les nouvelles infrastructures dedans, Ouais. c'est 20 millions. Ok, d'accord. Et puis on a eu une aide du canton. Par rapport à la durabilité? Exactement. Ouais, Ouais, ok. sur la Ouais. partie Ouais, ventilation l'énergie. dédiée au traitement de surface, typiquement. Ok. Voilà. Aussi pour qu'on. Non, quand on a eu ce projet, on s'est approché de la promotion économique pour voir dans quelle mesure ils pouvaient nous aider à nous trouver un terrain ou nous conseiller, etc. Ils n'ont pas trouvé le terrain ou ils nous ont fait des propositions qui ne nous convenaient pas pour le terrain. Par contre, quand on leur a exposé le projet et en insistant aussi sur la partie environnementale, ils ont dit ah mais ça, voilà, il y a des subventions cantonales qui peuvent permettre, donc ça aide aussi à se lancer quelque part. Ça C'est ne aide clair. pas à se lancer dans le projet, mais peut-être si on avait été réticent sur la partie environnementale, ça aurait peut-être nous convaincre de le faire. Ou en tout cas, j'espère que si j'ai des confrères qui sont amenés à faire un projet similaire, en tout cas, voilà, construire un bâtiment industriel qui n'oublie pas le côté environnemental qui, voilà, pour rendre les gens moins défaitistes. Exactement. Parce qu'on peut le comprendre, hein, on voit les températures qui augmentent, les signaux environnementaux directs ne sont pas rassurants. On ne voit Non. pas non plus forcément une grande évolution dans les changements politiques ou autres. Donc voilà, c'est aussi une démarche citoyenne que de faire ce qu'on peut quand on peut, voilà, pour la planète qu'on emprunte tous à nos enfants. C'est clair, ouais. Parlons d'enfants, pour changer de sujet, Ouais. passer un peu à ta vie, je dis privée, mais finalement, le travail. Ouais, c'est un la peu vie, tout mélangé, voilà, mais tout est mélangé. Justement, est-ce que toi, est-ce que tu as une limite entre la vie professionnelle et la vie privée? Par exemple, pour travailler, est-ce que tu t'obliges, tu te forces à ne pas travailler le week-end ou ça dépend? Il n'y a pas vraiment d'organisation à ce niveau-là. Comment tu... Est-ce que tu as des enfants? j'ai 2 enfants, T'as 2 enfants, ok. Voilà. ont 6 et 11 ans. Je suis divorcé. Donc par la force des choses, de par ma situation de séparation avec la mère de mes enfants, je me dois de me forcer à pas travailler à certains moments. Dans le sens que de haute lutte, j'ai pu obtenir d'avoir mes enfants la moitié des vacances, un week-end sur 2, mais aussi tous les mercredis après-midi. En plus, ils habitent à Bienne, moi, à Saint-Blaise, donc. Ah, t'habites Saint-Blaise? Oui, enfin dans les Hauts-de-Saint-Blaise, entre la sortie de Saint-Blaise et le golfe, au Villaret. Et je suis venu habiter à Saint-Blaise pour mes enfants, finalement. On habitait précédemment en Val-de-Rue. Quand on s'est séparés, j'ai trouvé un appartement à 200 mètres d'où habitaient mes enfants. Donc c'était parfait. Puis la maman a décidé de changer de vie. Elle s'est déplacée sur Bienne. Puis comme je dois amener mes enfants tous les mercredis matin à l'école, depuis le Val-de-Rue pour les amener à Bienne à 8h ou 8h moins quart, c'était un petit peu compliqué, raison pour laquelle je me suis rapproché. J'avais pas envie de quitter le canton de Neuchâtel où je suis né. Donc je suis allé à la frontière pour trouver un peu de marge. Bon, voilà, c'est là que j'ai trouvé un endroit propice pour moi, mon travail et aussi pour mes enfants. Je suis vraiment très bien là où je suis à l'heure actuelle. Donc voilà, je vais les chercher tous les mardis en fin de journée. Ils dorment chez moi. Le matin, je les amène à l'école, je vais travailler. Et puis je vais les chercher en début d'après-midi. Voilà, donc c'est dans cette limite-là que les mardis soirs, quand il faut que je parte pour les chercher, je ne travaille pas trop. Le mercredi après-midi non plus. Mais en dehors de ça, si j'ai pas mes enfants, ou les week-ends où j'ai pas les enfants, si je dois ou si je suis amené à travailler, là j'ai
moins de limites. Mhm. Je dirais que c'est ce qui cadre un peu ou ce qui m'évite de passer trop de temps ou tout mon temps au travail, c'est aussi les enfants. Ce qui n'est pas plus mal. Mais non, ce qui est même très bien. Ouais. Et tu m'avais parlé du marathon de New York. Ouais, c'est un objectif, effectivement. Bel objectif. Merci, je crois que tu en as un qui ressemble. Ouais. Puis en plus, ce Sur sera la plus ou distance, en tout moins, à la même période. C'est le marathon de New York, c'est. 7 novembre. Ah, moi, ça, je vais le faire fin novembre. Ok. Ouais, bah oui, c'est Donc tu fais du sport régulièrement. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Ça n'a pas toujours été le cas non plus. Ok. Et Euh, est-ce que ça te change dans le sens ça t'a est-ce que ça t'a amené du positif dans ta vie De faire du sport. Ouais. Clairement. contrairement à avant? Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti de différent ou qu'est-ce que tu ressens de différent? Mais tellement de choses. D'une part, je pense que si j'avais pas fait du sport ces 2 dernières années avec le Covid, le projet de chantier, enfin le chantier, etc., je pense que je serais plus là. Ou j'aurais peut-être fait un burn-out. Non, mais c'est un excellent exutoire, le sport. Je m'y suis pris un petit peu tardivement. C'est vrai que j'étais assez pris par mes activités professionnelles. Je fume encore. Je suis en train d'essayer d'arrêter. J'arriverai avant le marathon. J'espère. Ça m'aidera à finir le marathon si j'arrive à arrêter de fumer avant. Mais non, l'objectif c'était de faire ce marathon pour mes 40 ans. J'en ai maintenant 42. Le Covid m'a donné un petit peu plus de temps pour me préparer, ce qui n'est pas plus mal, non, mais j'ai du coup plutôt commencé à préparer mon corps, à pouvoir courir, à pouvoir m'entraîner pour courir pour un marathon. Donc ça m'apporte d'une part aussi, c'est un très bon moyen de se dépenser, de se vider la tête. Quand je cours, soit je travaille quand même un petit peu, peut-être au début, ça dépend de la durée de course aussi. Et puis après, une fois qu'on est dedans, on pense juste plus à rien. Mais ça peut être un axe de réflexion utile au travail, dans des conditions différentes de celles du travail. On peut avoir des idées qu'on n'a pas forcément quand on est la tête dans le guidon sur le bureau. Mhm. Et puis surtout, ça permet aussi de se sortir un petit peu quand même du travail, penser à autre chose, décompresser, se dépenser et prendre soin de soi. J'étais beaucoup plus... Je me sentais plus stressé avant de faire du sport, alors que potentiellement j'avais peut-être moins de situations stressantes. Donc je pense que ça aide à mieux gérer le sport. Le sport aide à mieux gérer le stress, en tout cas dans mon cas, à amener une certaine discipline de vie, une hygiène de vie que j'avais pas forcément non plus. Il y a pas mal d'escaliers dans ma nouvelle usine où ils sont hauts. Par le passé, j'ai peut-être tendance à être essoufflé en ayant monté 3 marches. Maintenant, je les monte toujours toutes 4 à 4 et ça va bien. Non, c'est un bon équilibre. Que dire de plus? Mais c'est juste, tu ne fais pas que de la course, hein. Tu m'avais dit que tu t'entraînais. Non, justement, la course, j'en fais à peu près sérieusement depuis 3 semaines. Avant, non, je dis sérieusement parce que je cours, courir 30-40 km par semaine. Ouais. En dessous de ça, avant, j'étais plutôt à 5 à 10 Okay. par mois. Okay. Là, tu commences vraiment à te préparer, en fait. Oui. Ok. Avant, j'allais courir pour courir, mais maintenant, l'échéance approchant à grands pas, le corps aussi, parce que je te disais, j'ai fait beaucoup de cross-training, enfin, c'est pas crossfit comme je peux avoir juste à côté de mon entraînement, mais circuit training, enfin, voilà, j'ai soit en équipe, soit avec un coach en entraînement personnel. Mais donc là, tu cours et tu fais en plus de ça le cross-training ou Oui. Ouais, ok. J'ai commencé d'abord par le cross-training à petite dose. Après, j'ai commencé à aller à courir. Je dis, j'ai mal au genou, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là.
Donc ça limitait pas mal les durées, les distances de course aussi. C'est là que j'ai intensifié ce cross-training pour de préparer la machine à exactement faire des musculations ciblées pour les genoux, pour les jambes, pour pouvoir à terme affronter cette distance de 42 km. La semaine passée, je suis allé m'entraîner 2 fois à courir, une fois en 12 kg, une fois 11. Et puis samedi, j'ai fait le Grand Prix de Berne. 10 miles, 16 km. Donc ça m'a fait presque 40 kills sur la semaine. Ouais. Et puis maintenant, l'objectif, c'est de tenir à peu près 40 kills semaine. Mm-hmm. Maintenant, il faut que je trouve la bonne répartition de distance et de temps en fonction du temps aussi. C'est clair, mais voilà, ça me force aussi à m'organiser différemment ou à penser mes journées différemment au travail pour avoir le meilleur équilibre possible. Et c'est ce qui est pas toujours facile. Mais voilà, ça commence à devenir concret. Et je vois que c'est possible. En tout cas, ce test de ce week-end m'a bien rassuré. C'est que 16 km, mais je les ai fait... À l'aise. Ouais, à l'aise, sans douleur. Je sens que j'aurais pu faire encore un peu plus, à un rythme plutôt tranquille. Je fais ça en couple aussi. C'est ma compagne qui m'a encouragé ou motivé à faire des marathons. Elle en a déjà fait 4 ou 5. Ah ouais, ok. Et voilà, donc on va s'entraîner ensemble. Mais elle a aussi un rythme différent. Un rythme très marathon. Puis sur des courses de 10-15 kills, je préfère aller un petit peu plus vite, je m'ennuie sinon un petit peu, mais là j'ai vu que je dirais sur la base de la course de ce week-end, je pense qu'on continue en entraînement, j'aurais pas trop de difficulté à tenir 42 km à un rythme de entre 5,30 et 6,30 le kilomètre. Ouais, puis je pense que d'avoir cet objectif, c'est aussi motivant. Enfin, tu sais pourquoi tu es en train de courir. En plus, je dis ça pour une personne, par exemple, qui ne s'entraînerait pas ou qui ne courrait pas. Si tu mets un objectif précis, tu t'inscris, tu mets la deadline, finalement... Ouais, c'est la carotte, finalement. Exactement. Ouais, tu fais bien de le dire, parce que je pense que sans ça, me connaissant, j'aurais eu du mal à me motiver serait-ce qu'aller courir, parce que j'y prenais pas de plaisir. Moi, c'était pareil. Et puis c'est finalement en pratiquant, en se faisant un peu violence, allez, je vais courir. Quand on y prend goût, puis on voit les bienfaits que ça peut apporter, déjà physiquement, mais mentalement aussi. Plus posé et puis plus serein, je pense. Puis je trouve que c'est comme tu as dit, quand je cours, j'ai aussi beaucoup d'idées. Je pense aussi beaucoup et ça me fait du bien. Enfin, c'est pas que j'ai des idées et puis. C'est encore ça que j'ai pas fait. Voilà, exactement. J'ai pas fait l'offre. C'est plus galvanisant, enfin motivant. C'est un peu créatif, exactement. Comme ça, Et ça, c'est. Tu ressasses pas tes problèmes de la journée. Des solutions peuvent parfois apparaître. Complètement. Ou des pistes en tous les cas. Et ça, je trouve très intéressant. Je partage. David, j'ai une dernière question pour toi. Oui. Qu'est-ce que le succès pour toi? On a parlé un peu du coloral, du bâtiment, de ton histoire, de RH, de ressources humaines, de flexibilité, de la nouvelle génération, de durabilité. Maintenant, un peu une partie balance vie pro et vie privée. Donc finalement, avec tout ça, qui bien sûr ne te définit pas, mais finalement, qu'est-ce que le succès? Comment est-ce que tu vois le succès? Vaste question, mon Dieu. Effectivement. Ça va peut-être prendre plusieurs formes ou plusieurs pistes. La première que je vois, elle remonte à l'enfance finalement, ou l'adolescence, et que ça peut répondre aussi à pourquoi j'ai pas tout de suite voulu reprendre la société. À
ado, ça peut expliquer aussi un peu mon parcours de vie. Je t'ai dit que j'étais divorcé, je suis 2 fois. Je m'étais déjà marié très jeune, une première fois. Bref. Ado aussi, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, ou quand tu seras plus grand, peut-être un bon père. Je dis pas que j'ai un mauvais père, mais adolescent, le temps qu'il a pu passer au travail ou dans les activités annexes a pu me manquer un peu. Et c'est quelque chose qui m'a poursuivi, en tout cas marqué. Et un axe que j'ai toujours, quelque chose qui est très important, c'est le temps que je peux passer avec mes enfants et la qualité de ce temps. Être le père le plus bienveillant possible, encadrant, sans être un papa poule, enfin trouver le juste milieu. Finalement, le succès, c'est rendre mes enfants heureux, que mes enfants soient heureux. Et ça, c'est le premier cercle, mais de façon plus générale. Je ne sais pas si c'est facile à mesurer ou si c'est mesurable, le succès, vraiment, mais comme je le vois, c'est peut-être aussi lié à mon enfance scout. Mais c'est que les gens soient bien, que ce soit mes collaborateurs, que ce soit mes amis, ma famille, mes enfants. Avoir le sentiment de répondre aux attentes. Moi, le succès, c'est pas une grosse voiture ou une belle montre au poignet. C'est bien d'en avoir. Surtout des montres, parce que ça me permet de faire un peu travailler, de faire tourner l'entreprise. Les voitures, moins. Mais non, j'ai pas une bonne réponse à qu'est-ce que c'est le succès. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de matériel en tous les cas. C'est trouver un bon équilibre pour se sentir bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit et dans ce qu'on peut apporter aux autres. Je sais pas si c'est complètement acceptable. Voilà. De toute façon, qui suis-je pour te dire que c'est une réponse acceptable ou non? C'est ça. Ouais, il n'y a pas de réponse vraie ou fausse. Il n'y a pas de bonne réponse. Chacun a sa propre réponse. Et à mon avis, tu l'as répondu comme tu aurais dû la répondre, quoi. Ouais, j'aurais pu aussi dire atteindre les objectifs. J'ai un budget tant, il faut que je sois tant à la fin de l'année. Oui, ça résume pas le succès dans sa globalité, à mon sens. Voilà. Ok. Très ça en fait partie aussi, évidemment. Voir que mon entreprise se développe et évolue, c'est aussi un succès. Voilà. Je m'arrêterai là. Et je te propose qu'on s'arrête là aussi. Ouais. Est-ce que, avant qu'on termine, il y aurait quelque chose que tu aimerais dire ou un point qu'on n'aurait pas abordé et que tu voulais soulever? Ou est-ce que... Non, il y a certainement plein de points qu'on aurait pu soulever, mais le temps passe vite. Non, te remercier d'avoir pensé à moi. Non, ça me touche, ça me flatte quelque part. Et ça me permet aussi surtout de mieux te connaître et j'apprécie. Non, merci de m'avoir invité. Écoute, merci à toi. C'est vrai que d'avoir vu votre bâtiment, comme je t'ai dit, moi la durabilité ou l'environnement, c'est une de mes valeurs. Donc il y a cette partie-là qui m'a touché, si je peux dire ça comme ça. Et le fait que tu aies accepté de me montrer ce logiciel dont je ne citerai pas le nom. Ils ont assez de marketing pour ça. Ils se reconnaîtront. Voilà, exactement. Donc voilà, et puis non, ça me fait plaisir. Une entreprise de la région, tu es de la région. Donc non, merci à toi. Grand plaisir. Alors, de toute façon, on va aller manger, donc à bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation. Si ces discussions vous aident, vous motivent ou simplement qu'elles vous plaisent, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur votre application de podcast et ou sur YouTube et partagez-le autour de vous. Je vous en suis reconnaissant. Je vous donne rendez-vous au dernier vendredi du mois pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.